en reprenant donc notre sujet, le climat les climats plutôt des hautes latitudes. Ce chapitre donc avait été entamé avec l'élément évidemment déterminant qui est le froid et ses variables. J'avais insisté sur le fait que, bien sûr, ce sont les lieux de la planète où il peut faire le plus froid, bon, avec des records qui font dire que c'est sonné, les moins 93 degrés, mais finalement, au-delà de cet aspect spectaculaire, en quelque sorte, c'est surtout la constance du froid et sa continuité sur 2 tiers de l'année, bien souvent, voire même les 3 quarts, qui est vraiment l'élément clé. C'est surtout donc la constance de ce froid qui est vraiment l'élément à retenir. Cette constance du froid, j'avais terminé je crois là-dessus, vous me direz, n'empêche pas qu'il y ait des variables. Il y a des variables saisonnières, il y a bien sûr, entre guillemets, un été, une période de dégel, et puis il y a aussi des amplitudes saisonnières et des amplitudes aussi parfois diurnes, mais j'allais dire ça, c'est vraiment lié aux conditions géographiques. Par exemple, une île dans l'océan antarctique ne va pas présenter les mêmes variables que le cœur de l'Antarctique ou même le cœur du Groenland. Tout est une affaire de positionnement. Donc je crois qu'on en était resté là, c'est bon pour le raccord? Parfait. Alors, donc on va voir ce qui concerne maintenant, puisque bon, il ne faut pas oublier qu'on parle de climat et donc aussi de météorologie, l'un est dans l'autre. Nous allons nous intéresser à la circulation atmosphérique. Contrairement à l'image qu'on pourrait se faire, cette circulation atmosphérique est agitée. On n'a pas affaire à un endroit figé dans le froid, en quelque sorte, où rien ne bougerait. C'est plutôt le contraire, d'ailleurs. Donc, une circulation atmosphérique agitée. Et la première caractéristique, ce sont les vents. Des vents qui sont forts, qui sont fréquents. Et qui sont particuliers. Voilà. Alors, des vents forts, oui, puisque les vitesses moyennes sont toujours supérieures à 5 mètres par seconde. Et ça peut aller, bien sûr, au-delà, on peut aller ces vents peuvent aller jusqu'à 20 mètres par seconde, par exemple. Et là encore, il faut bien se situer sur un record. Donc là aussi, je vais vous en parler. Le record, cette fois-ci en kilomètres/heure, ça nous parle un petit peu plus que des mètres par seconde. Eh bien, un des records enregistrés, c'est 320 km/h. Ce qui n'est pas mal du tout. Ça nous met dans la mouvance, j'allais dire, des cyclones tropicaux, facilement. Donc vous voyez, quand vous parlez d'agitation et de force, c'est bien ça. Ce record, il a été enregistré en Terre Adélie, qui se situe à l'est de l'Antarctique. Voilà, donc ce joli nom attendu à l'explorateur français Dumont d'Urville qui a fait plaisir à son épouse, il ne devait pas voir très souvent, de cette terre. Peut-être que c'était pour ne pas l'oublier, enfin je ne sais pas. Bien, donc, on peut tout imaginer. Voilà, donc des vents forts, ça c'est indubitable. Des vents fréquents, c'est-à-dire que les journées sans vent sont en fait rares. Voilà, il faut le dire aussi de cette façon-là. Et cette fréquence est la plus marquée en bordure des Inland Seas, c'est-à-dire des glaces qui sont sur les continents, en bordure des Inland Seas, et sur les mers subpolaires.
Donc en quelque sorte, on pourrait dire sur les couronnes, hein, que ce soit les couronnes antarctiques ou la couronne arctique, c'est-à-dire les espaces océaniques. Voilà, donc fréquence, surtout sur les bordures, moins dans les parties centrales. Et j'ai ajouté particulier, ce qui est un peu sibyllin, particulier, mais je crois que je vous ai déjà parlé un petit peu de ces vents quand nous avons abordé la question des aires glaciaires. Est-ce que vous vous rappelez de ces vents un peu singuliers que j'avais évoqués à ce moment-là? Très bien, voilà, les vents catabatiques. Alors, s'ils ont effectivement eu une grande place pendant les aires glaciaires, ils n'ont pas terminé d'exister, puisque nous avons toujours, évidemment, donc, ces zones polaires et des vents catabatiques qui y sont attachés. Donc, ils sont particuliers parce que ce sont des vents liés à la gravité et non pas les vents dont on a l'habitude de parler, les vents qui nous entourent. Ils sont liés à quoi? La différence de pression, on va des hautes vers les basses pressions. Là, les pressions n'interviennent pas. Il s'agit de la gravité. Donc, avec ce nom bien spécifique de vent catabatique, ce sont des vents de gravité. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons affaire, dans ces calottes polaires, à un air donc très froid. Cet air froid, c'est un air lourd où les molécules se tassent, et à un moment donné, puisque la Terre est ronde, n'en déplaise à certains, eh bien, ces molécules tassées qui appuient sur le sol finissent par couler en quelque sorte. Elles finissent par se déplacer en fonction de la rotondité de la Terre. Est-ce que vous figurez la chose? Le chocolat sur la poire. Ça aide, hein, le chocolat sur la poire. Voilà, alors c'est beaucoup moins plaisant, mais voilà, c'est cette idée. C'est la forme de la Terre qui fait que eh bien, ces molécules d'air sont en quelque sorte emportées par leur propre poids, leur propre masse, et développent donc des mouvements bien spécifiques. Alors, il faut penser aussi, alors je vais essayer de vous faire un petit croquis, voilà, oups, alors là, bon, là franchement, là, c'est pas bien, alors, on va essayer de faire mieux, voilà, c'est légèrement mieux, voilà. Si nous nous situons donc au-dessus de la Terre, hein, côté pôle Nord, eh bien, il y a un moment où la rotondité de la Terre fait que eh bien, la vitesse s'accélère. Et c'est pour ça que ces vents sont beaucoup plus fréquents sur les bordures des îles Nancy ou sur les mers subpolaires, selon l'endroit où on se trouve. Donc, des vents qui ont tendance à s'accélérer en bout de course, en quelque sorte. Ils s'accélèrent, ils se renforcent sur les bordures parce que la pente augmente. On a donc ce qui est tout à fait un phénomène de gravité. Fort heureusement, bien qu'il n'y a pas grand monde dans ces secteurs-là, mais enfin quand même, fort heureusement, cette accélération ne dure pas. Elle se fait sur quelques kilomètres. Donc l'accélération concerne seulement quelques kilomètres, mais qui sont, j'allais dire, qui peuvent être périlleux, hein, effectivement, et qui font que aborder les pôles oblige à franchir en quelque sorte cette zone vraiment très agitée, où les vents donc, peuvent être tout à fait violents. Donc c'est là qu'on a les vitesses maximales dans ces bordures, mais je répète, sur une bande de quelques kilomètres. Donc des vents violents, des vents en rafale, et puis une autre particularité qui va permettre peut-être à certains de réviser ce que nous avions vu l'année dernière, c'est le sens de ces vents, leur direction. Il faut bien qu'ils en prennent une. Là, je les ai dessinés presque, j'allais dire, perpendiculaires. C'est pas tout à fait ça
Est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qui se passe concernant le déplacement des vents ou même d'un nuage, par exemple, porté par le vent à la surface de la Terre? On avait vu ça l'année dernière. C'est toujours hasardeux pour quelqu'un qui a fait des cours de parler de l'année précédente. Hein. C'est un hasard, mais bon, je prends des risques. Oui. Vous ne vous rappelez pas? Alors, la rotation de la Terre, voilà, effectivement, il y a l'effet de la rotation de la Terre. Donc, eh bien, il ne se passe pas tout à fait la même chose au pôle Nord et au pôle Sud. Au pôle Nord, ces vents catabatiques ont une trajectoire tournante dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils sont déviés, apparemment, ils sont déviés par l'effet effectivement de la rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle la loi de Coriolis. Voilà. Et la singularité aussi, c'est que le phénomène s'inverse dans l'hémisphère sud, on l'avait vu aussi, et où on a là une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, pour partir en exploration dans les régions polaires, il faut, je vais dire, prendre vraiment des précautions météorologiques. Donc, l'air ici très froid, descendant, très lourd, glisse, mais avec l'effet de la loi de Coriolis, il glisse en adoptant donc ces directions et ce système donc rayonnant en quelque sorte à partir des centres des coupoles de glace. Dernière chose à ajouter sur ces vents qui sont finalement bien particuliers, je trouve, c'est que ce sont des vents de surface. Rappelez-vous, nous avons une atmosphère quand même qui a une certaine épaisseur. Eh bien, ces phénomènes-là sont vraiment, j'allais dire, dans la basse atmosphère, hein, c'est-à-dire vraiment les plus près du sol. Ce qui se passe un petit peu plus haut peut être assez différent. Allez, et c'est là qu'on a une certaine surprise, et là, quelque chose de vraiment spécifique aux régions polaires. Il faut expliquer qu'on a une circulation atmosphérique, en fait, à deux types. On pourrait presque dire à deux niveaux. Voilà. Donc, j'ai annoncé des vents forts, et maintenant, je vais vous introduire dans cette idée, donc, d'une circulation atmosphérique à deux types. Une circulation atmosphérique à deux types. C'est une originalité, hein, il faut bien dire, de ce secteur qui nous occupe. Cette circulation à deux types, donc, doit être examinée différemment selon qu'on a affaire, là encore une fois, à l'Arctique ou à l'Antarctique. Donc c'est pour ça qu'il faut que je divise mon propos, là encore, en deux. Nous allons voir la circulation atmosphérique d'abord en Arctique et ensuite donc en Antarctique. La circulation atmosphérique en Arctique est la plus connue, tout simplement parce que, eh bien, puisque c'est, rappelez-vous, l'hémisphère où il y a le plus de masse continentale, c'est là où il y a le plus d'humains et là où il y a le plus de postes d'observation. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Donc c'est vraiment l'Arctique qui est le plus connu et on a donc une circulation un peu surprenante, c'est-à-dire que au-dessus de ces phénomènes catabatiques qui sont en surface, eh bien au-dessus il se passe des choses très différentes. Au-dessus, eh bien, on a des systèmes de perturbation. Ce qui veut dire donc que l'on a au-dessus un système avec des fronts, au sens météorologique du terme, c'est-à-dire une surface de contact entre deux masses d'air de caractéristiques différentes. Tellement différentes qu'elles ne peuvent pas se mélanger immédiatement,
ça déclenche donc des ondulations donc qu'on appelle des perturbations. Alors, nous avons en Arctique deux sections de front, un front arctique atlantique et, on peut s'en douter, un front arctique pacifique. Quelles sont les masses d'air qui se rencontrent? Eh bien, on a l'air très froid qui se forme sur la banquise ou sur la banquise, en l'occurrence puisque c'est l'Arctique, et qui est en contact avec un air polaire, lui, qui se forme au-dessus de la mer. Voilà. Donc, un système de front qui est exactement le même phénomène que ce qu'on avait vu dans nos régions tempérées, le fameux front polaire. Là, on a deux morceaux de front qui sont visibles en Arctique sur les deux grandes parties océaniques, Atlantique et Pacifique, deux masses d'air de nature différente, et on a donc un temps très instable, avec ces passages de perturbations, et bien sûr, au passage de ces perturbations, des variations de température, comme nous le ressentons, quand une perturbation passe à notre niveau, on passe d'une masse d'air qui a telle caractéristique à une autre. Là, il y a des ondulations qui font que dans un premier temps, eh bien, l'air est froid, c'est l'air très froid, et puis on va avoir une ondulation qui fait qu'on va se retrouver avec un air moins froid, mais nettement plus humide. Vous vous rappelez tout ce système-là, voilà. Donc c'est la même chose, simplement déplacé dans des milieux, j'allais dire, qui ne sont pas connus. Donc ces perturbations en altitude apportent, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, un petit peu de douceur, mais aussi donc de l'instabilité, bien évidemment, des nuages. Deuxième particularité, c'est que ce système, donc zonal, qui fait donc presque le tour de l'Arctique, ce système peut se bloquer. Il peut être bloqué par un autre type de circulation. On peut avoir une circulation de type méridien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des flux ouest-est, on a des flux nord-sud. Nord-sud, des positionnements nord-sud. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble, cette circulation dite de type méridien? Eh bien, il peut arriver, et ça c'est un vocabulaire qu'on emploie donc en météorologie, il peut arriver donc que s'installe en altitude ce qu'on appelle une dorsale, c'est-à-dire un secteur de pression un petit peu plus élevé. Et comme chez nous d'ailleurs, cette dorsale bloque les trains de perturbation qui sont obligés de l'éviter, qu'il faut entrer dedans, et le résultat c'est qu'au lieu d'avoir donc un cheminement ouest-est, on a un cheminement qui tend à devenir nord-sud. Ou plutôt sud-nord, si vous êtes dans ce sens-là. Est-ce que je suis assez claire? Oui? Voilà, donc voilà ce qui se passe au-dessus de nos vents catabatiques. Quel temps fait-il au niveau de ces dorsales? Eh bien, j'allais dire, tout dépend de la composition ici de l'air. En tout cas, la présence de ces dorsales fait que l'on a, pendant quelques jours, le même temps. Voilà. Quand il y a le système des perturbations, il y a des changements d'atmosphère, des mouvements d'atmosphère plutôt rapides. Quand s'installe une dorsale, il y a une stabilisation. Ça peut durer, oui, plusieurs jours, peut-être une semaine, avec le même type de temps. Voilà, ça c'est donc les nuances que l'on peut observer, bien sûr, en Arctique. Ce que je viens de décrire est essentiellement valable pour la période dite d'hiver, c'est-à-dire les 3/4 de l'année.
Hein, je ne veux pas dire plus. Pendant le bref été, entre guillemets, eh bien, le contraste des masses d'air là est moins fort. L'air ici, il y a moins d'air très froid, donc on a des perturbations qui sont moins marquées et on a une atmosphère un petit peu plus tranquille. Voilà. Donc vous le voyez, il y a quand même des éléments saisonniers qui interviennent, et surtout ce qui est singulier, donc, c'est l'indépendance, en quelque sorte, entre les deux niveaux, la basse atmosphère et ses vents catamatiques, et cette haute atmosphère qui fonctionne, j'allais dire, tout à fait différemment. Voilà, donc on a une espèce de superposition tout à fait originale. Voilà donc pour ce qui se passe en Arctique. Alors, on va descendre en Arctique, hein, bien sûr. On va faire une incursion aussi de ce côté. Alors, en Antarctique, finalement, ça va être plus simple. Ça va être plus simple. Mais plus puissant. Un peu plus costaud. Un peu plus costaud. Ça va être plus simple parce que, rappelez-vous, le continent antarctique et son éminence 6 sont pratiquement centrés sur le pôle sud. Donc, on va pouvoir faire un schéma, somme toute, assez pratique. On va se positionner carrément, alors là, je sais pas, faites attention, donc on va faire comme si nous étions au-dessus de l'Antarctique. Oui, d'accord. Au-dessus de l'Antarctique. Ce qui est tout à fait possible astronomiquement parlant. Hein. Dans le système solaire, le haut et le bas, hein, c'est complètement relatif. Donc, je vous embarque, nous allons donc nous positionner au-dessus du pôle sud. Voilà. Alors, nous avons ici aussi, bien sûr, une première couronne, en quelque sorte, d'air très froid. Alors, là, on est sûr que c'est très froid. Une première couronne d'air très froid, donc de l'air lourd qui appuie sur le sol. On le sait, comme sur la glace, en l'occurrence. Et cet air donc qui appuie, eh bien, je vais peut-être changer de couleur pour que ce soit un peu plus pédagogique. Voilà. Crée une situation ici d'anticyclone. Un anticyclone presque central en quelque sorte. Voilà, on a un secteur presque central anticyclonique avec donc un air vraiment très froid. Voilà. En météorologie, on met des plus et des moins. Hein, voilà. Donc là, c'est moins et encore plus. Voilà. Hein, voilà. Donc, on a ce système-là, et puis, autour, eh bien, on a une couronne, en quelque sorte, de basse pression. L'air moins froid appuie moins sur le sol, donc on a une différence de pression entre ces deux secteurs. En termes de latitude, comment est-ce que ce système s'organise? Eh bien, les basses pressions sont situées entre le 45e parallèle sud et le 65e. Là, on a, vous voyez, 20 degrés de latitude dans lequel se situe donc cet anneau de dépression. Et ici, nous avons non seulement donc un contraste de pression, mais un contraste aussi donc de nature des masses d'air. On a donc un système de perturbation qui se situe à peu près là. Voilà.
Donc vous voyez un système concentrique en quelque sorte, hein, un système concentrique qui est relativement facile à se figurer. Un centre anticyclonique, une couronne de dépression, la zone, le front de contact entre l'air très très froid et l'air maritime et un petit peu moins froid, et c'est une circulation donc de perturbations. Voilà pour ce qui se passe donc au pôle sud. Là encore, si on va chercher ce qui se passe en altitude, on a là aussi des surprises en quelque sorte. Par exemple, ici, donc air très froid qui se tasse, hein, voilà. C'est un anticyclone donc thermique. Qu'est-ce qui se passe en altitude? Ben, en altitude, s'il y a beaucoup de molécules qui sont tassées en bas, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins en haut. Ça veut dire que là, au-dessus en altitude, eh bien, vous avez une dépression. Parce que l'anticyclone, il est beaucoup plus faible en haut. Hein, il devient mou en quelque sorte. Hein, et on a en haut une dépression qui se forme. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des situations qui s'inversent et on a une dépression d'altitude. Donc, point commun entre les deux pôles, hein, la présence de perturbations, la présence des vents catabatiques. On peut aussi avoir le même phénomène de dorsale, mais moins souvent. Voilà. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de circulation et en termes de répartition des pressions et des vents. Cette circulation est très importante parce qu'elle permet, là encore une fois, les échanges. Pour nous, personnes des latitudes tempérées, si on nous dit moins 4, moins 50 et sec et moins 30 et humide, on se dit de toute façon il fait froid, je ne vais pas y mettre les pieds. On a l'impression que tout ça c'est à peu près la même chose. En termes de circulation atmosphérique, ces différences-là comptent. Et ces circulations atmosphériques sont très très importantes en termes d'échanges thermiques, bien sûr, et en termes de précipitation. Si on va pouvoir parler de précipitation justement dans ces secteurs polaires, c'est parce que justement il y a ces échanges thermiques, il y a ces contacts entre des masses d'air qui sont de nature différente. C'est OK? Bon, et bien voilà, on va pouvoir passer donc à la troisième partie, les précipitations. Alors, ce sera un grand 3, pardon. Petite erreur sur la structure. Alors, ce sera un paragraphe relativement court parce qu'il faut vous dire tout de suite que les précipitations dans les régions polaires, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est difficile à mesurer. Pourquoi? Je vous ai donné les clés. Hein. Vous ne demandez pas pourquoi si je ne vous avais pas donné les clés. Mais oui, voilà. Hein, comment voulez-vous mettre un récipient, hein, un pluviomètre, un nivomètre dans un endroit, j'allais dire, où les vents sont très présents, très forts. Voilà. Et qu'on s'est dit, bon, bah, si directement on ne peut pas savoir exactement quelle quantité d'eau et de neige tombe, on va essayer de s'y prendre autrement. Donc, on fait une analyse, ce qu'on appelle indirecte, en s'intéressant au névé, c'est-à-dire au secteur de glace permanent, et on va examiner tout simplement, on va les examiner en tranches. On va couper dans le millefeuille, en quelque sorte, et on va étudier, justement, on va mesurer les différentes couches de neige qui se sont, accumulées, qui se sont tassées au même endroit. Et ça peut donner, donc, en mesurant le résultat au sol, on peut avoir une idée un petit peu des précipitations. Donc voilà, ça va être donc un élément relativement court par rapport à, j'allais dire, à d'autres régions où on a beaucoup plus de détails. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces précipitations par ces méthodes indirectes? Alors vous verrez que, bon, quand même, on finit par avoir des choses assez intéressantes.
la première question que l'on se pose quand il y a des précipitations, c'est la hauteur et le régime. La hauteur, c'est l'aspect quantitatif, le régime, c'est quand. Voilà. La hauteur, c'est combien, en quelque sorte, le régime, c'est quand. Alors, le total annuel. Le total annuel des précipitations, eh bien, est très modeste. Il est en général inférieur à 250 mm. Si on ramène ça, bien sûr, au millimètre d'eau que nous connaissons. Ce sont des valeurs, j'allais dire, proches du désert, par rapport à ce qu'on a vu en chapitre précédent. Alors, pourquoi des quantités aussi faibles? Eh bien, c'est, j'allais dire, assez simple à expliquer. L'évaporation est extrêmement réduite, et quand elle se produit, elle est faible, puisque l'été est court et frais. Et puis, je vous rappelle aussi une donnée météorologique, un air froid ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau. Donc, ce qu'on appelle la capacité hygrométrique de cet air froid est faible. Donc, voilà, ce qui explique vraiment là, la grande modestie de ces hauteurs annuelles. Il n'empêche qu'on peut avoir des surprises, il peut y avoir des secteurs assez différents. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples de secteurs qui sont exceptionnellement arrosés. Et d'autres qui sont exceptionnellement secs, voilà, qui sont en dehors de la moyenne, tout simplement. Voilà. Ils sont en dehors des moyennes pour montrer que, là encore, il n'y a pas d'uniformité. La géographie de la Terre est d'une variété très très importante. Alors, secteur exceptionnellement arrosé, eh bien, je vais citer des régions qui ne sont pas si éloignées de nous, d'ailleurs vous avez peut-être visité, par exemple, le nord de la Norvège. Ah, ça vous dit des choses? Oui, d'accord, vous allez voir la Bon, c'était facile. Le nord de la Norvège, effectivement, eh bien, lui est particulièrement arrosé. On arrive à 1000 mm. Ah, voilà, donc c'est loin d'être négligeable. Eh bien, si ce nord de la Norvège, j'allais dire, bénéficie pour avoir autant de précipitations de deux phénomènes, il est sur le passage des perturbations d'ouest en est, donc vraiment, ça lui arrive juste dessus, et en plus, vous avez la chaîne de montagnes norvégienne qui ajoute un effet orographique. Donc voilà, là, la quantité, vous le voyez, est tout à fait importante. On pourrait dire la même chose, par exemple, pour le nord-ouest de l'Islande. Tout le monde a entendu parler de la fameuse dépression basée sur l'Islande. Voilà. C'est pas pour rien. Voilà. Et les perturbations sur ou au large de l'Islande, bien sûr. Donc, et puis, vous avez toutes sortes d'îles et d'archipels aux mêmes latitudes qui, évidemment, bénéficient là aussi de l'humidité océanique. Voilà pour les secteurs, donc, exceptionnellement arrosés. Par contre, il y en a qui sont exceptionnellement secs, mais ça, on ne va pas être très, très surpris. Il s'agit toujours des secteurs qui sont continentaux, c'est-à-dire au centre des terres englacées. Par exemple, le centre du Groenland. Le centre du Groenland, on descend à 150 mm. Là, c'est l'aridité au sens propre du terme. Voilà. On peut même descendre encore moins, avec, on s'en douterait, le centre de l'Antarctique. Et là, on est en dessous des 100 mm. Donc, quand vous voyez
nos scientifiques en Antarctique, en plein travail, ils ont des combinaisons qui les font ressembler à des cosmonautes. Il ne s'agit pas de se protéger de la neige, ou des hauteurs de neige, ce n'est pas un problème, mais il s'agit donc surtout de se protéger du froid, vous en douterez bien. Voilà. Donc, des contrastes quand même, vous voyez, assez remarquables. Ces précipitations sont évidemment la plupart du temps sous forme solide, sous la forme de neige. Alors, neige, flocons, mais très souvent aussi ce qu'on appelle les aiguilles de glace. Compte tenu des températures très basses, on n'a pas les jolis petits flocons avec leur jolie architecture, on a plus souvent des aiguilles de glace, d'ailleurs, qui sont charriées par des vents violents et qui sont vraiment très très dures à supporter. Alors, il peut y avoir aussi des pluies. C'est pas donc, pendant la période dite d'été. On peut avoir aussi quand même des précipitations liquides, bien sûr. En tout cas, on arrive à des manteaux de neige qui sont pas très très épais, forcément avec des chutes qui sont assez réduites, des manteaux neigeux qui sont pas très épais. À chaque chute de neige, grosso modo, on obtient 1 centimètre, 1,5 cm de manteau neigeux. À chaque fois, vous voyez que voilà, il faut vraiment regarder de très près pour le voir. Et au total, sur une année, on va atteindre peut-être, évidemment, 50 cm selon les régions. On peut avoir des épaisseurs. Alors là encore, ce qui est intéressant, c'est pas donc voilà, l'épaisseur du manteau neigeux, mais c'est surtout sa constance, puisque le froid est très très étendu sur une année, évidemment, on a un manteau neigeux qui dure vraiment très longtemps. On peut aller donc 50 cm, 1 mètre, voilà, là c'est vraiment, je vais dire, important. Et puis, 1,50 m grand maximum. Voilà, dans les régions vraiment où les précipitations sont importantes. Alors, ces chutes de neige et leur accumulation, leur tassement, en fait, sont extrêmement importantes. Elles sont extrêmement importantes, ces chutes de neige, non pas à cause de leur quantité intrinsèque, mais parce que ce sont ces chutes de neige qui sont indispensables au maintien des zones glacées, de cette neige tassée qui fournit la nouvelle glace. Voilà. Donc ça, il faut insister là-dessus. Ce sont ces neiges persistantes qui permettent aux glaciers, aux névés, de continuer à exister. Et ne pas oublier donc que ici, il s'agit d'eau douce. Puisque ça provient des précipitations, il s'agit d'eau douce. Donc, en ce qui concerne l'échelle planétaire, ces deux régions, Arctique et Antarctique, sont des réserves d'eau douce. Ce sont d'énormes réserves d'eau douce. Voilà. Pour le moment, j'allais dire, on n'est pas allé chercher ces glaçons, enfin, il y a quelques-uns qui... J'ai eu vent, je ne sais plus quand, là, voilà, de l'idée de mettre des glaçons issus d'icebergs dans ce cocktail. Mais en tout cas, il faut savoir que la Terre, notre planète Terre, capitalise de l'eau douce donc, dans ces deux régions, et ça c'est très très important. Il faut faire attention, surtout quand on regarde les paysages de ces régions, ne pas confondre donc cette accumulation d'eau douce avec les eaux marines qui gèlent et dégèlent. Ça c'est très différent. Là on a une glace qui est d'une composition tout à fait différente, qui est hyper salée. Et qui est vraiment aussi, qui a aussi chimiquement une constitution extrêmement différente. On sait que l'eau de pluie peut, au bout d'une certaine façon, c'est quand même de l'eau distillée, si l'on peut dire. Mais là, on a une eau qui est très très fortement salée, et il faut beaucoup de temps avant que cette glace, donc
vraiment bien salé, c'est une vraie saumure, hein, c'est vraiment un taux très élevé. Il faut attendre beaucoup de temps, au moins 4 ans, pour que le sel soit expulsé, hein, et que ça devienne de l'eau douce, enfin de la glace douce, si l'on peut dire. Voilà. Donc ça c'est vraiment, vraiment important de bien distinguer les deux et de ne pas, en quelque sorte, se laisser tromper par, voilà, c'est de la glace et c'est tout blanc. Non, la glace douce d'un côté et de la glace salée de l'autre. Ça c'est vraiment, vraiment important. Alors, en ce qui concerne justement cette glace, il faut aborder bien sûr la question des variations saisonnières. Ça c'est un élément clé, et c'est un élément, vous le savez, qui demande en ce moment, enfin déjà depuis pas mal d'années, beaucoup d'observations. Alors c'est ce que l'on va voir. Alors j'ai mis un petit 1, voilà. Donc on va mettre un petit 2. Avec donc une attention particulière qu'on va porter à la banquise et à l'inland 6. La différence? C'est de la glace, mais la banquise est sur la mer, voilà, l'inland 6 c'est sur le partie continentale. Ce qui veut dire qu'effectivement, on va encore une fois distinguer Arctique et Antarctique. On ne peut pas faire autrement. Hein. Ils ont vraiment des différences très notables. Alors, ces inlands, on va commencer donc par la banquise arctique. Alors cette banquise arctique, donc, vous le savez, a donc une surface variable en fonction des saisons. Son maximum d'extension, son maximum de surface, se situe en mars, c'est-à-dire en ce moment. Ça se situe en ce moment, et petit à petit, donc, cette surface englacée va diminuer pour atteindre un minimum en septembre. Voilà. Donc tout ça, quand même, bon, j'allais dire, ne se fait pas en un jour. Ce qui est observé, c'est que, vous le savez, eh bien, les surfaces qui gèlent et dégèlent, eh bien, sont de plus en plus grandes. C'est-à-dire que, eh bien, les glaces persistantes, permanentes, se rétrécissent. Ça, vous l'avez entendu, hein, et c'est malheureusement on ne peut plus vrai. Donc, les surfaces qui gèlent et dégèlent augmentent, et les surfaces, au contraire, en glace persistante, elles diminuent. Et ce qu'il y a d'inquiétant, c'est que cette diminution va plus vite encore que l'ensemble du dérèglement climatique que nous connaissons. Pour employer une formule un petit peu rapide, l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Ça, c'est un élément, j'allais dire, qui doit vraiment nous interpeller. L'Arctique se réchauffe plus vite. Enfin, montre des signes de réchauffement. Hein. Il faut adapter. Hein. Je vais mettre des guillemets.
Ça, on a donné un nom à ce phénomène, on appelle cela l'amplification arctique. Alors, de quoi est-ce que ça provient? Pourquoi est-ce que, dans ces régions polaires, enfin froides, on a expliqué dans tous les sens à quel point ça pouvait être froid, pourquoi c'était froid, etc. Et pourquoi là, eh bien, il faut parler justement d'un réchauffement. Et pourquoi d'un réchauffement plus rapide que le reste de la planète? C'est parce qu'il y a un effet, un effet amplificateur lié aux océans. C'est-à-dire que, puisque les surfaces en glace persistant diminuent, que nous sommes sur une banquise, ça veut dire que l'océan libre, la surface océanique libre de glace, augmente à chaque fois. Et par conséquent, et comme on sait que les océans ont une influence adoucissante, un effet thermique réel, et bien à chaque fois que l'océan gagne du terrain, en quelque sorte, c'est une façon de parler, eh bien le phénomène s'accroît en quelque sorte. Donc on a là une diminution qui n'est pas gentiment, mais bon allez, là ça va être, je dis n'importe quoi, 3 mètres par an. Non, ça va être 3 mètres à une année, et puis ça va être 3,50 mètres à une autre. Enfin, retenez pas les chiffres. Vous voyez l'idée, hein, il y a un effet, je crois que les mathématiciens diraient exponentiel. Plus ou moins, là. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moins il y a de glace, et bien, plus il y a un réchauffement grâce à la présence de l'eau de mer. Alors, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre comme problème, cette situation et ce rétrécissement, effectivement, des glaces permanentes? Alors, les conséquences sont multiples. Je vais simplement en évoquer quelques-unes, parce que vraiment la liste, malheureusement, est assez longue. Il y a une conséquence d'abord sur les mammifères, dont le milieu est la glace, justement. Pour ces mammifères-là, eh bien, il y a une perte de surface d'habitat. Leur habitat diminue. Voilà. Donc, leur territoire de ressources, de chasse, de reproduction se diminue. En même temps, eh bien, en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire, cette fois-ci des humains, c'est-à-dire des autochtones, eh bien, celui-là aussi diminue. Les phoques, les morses et autres animaux, eh bien, voilà, eh bien, il faut aller les chercher de plus en plus loin et de façon de plus en plus aléatoire. On peut ajouter aussi, et là c'est vraiment très géographique, que puisqu'il y a des terrains qui sont de plus en plus souvent découverts, il y a une érosion de ce sol qui était habituellement protégé par la glace. Donc l'érosion des roches se développe, elle est en extension, elle aussi. Avec donc des modifications, là aussi, peut-être du tracé côtier, de la nature même aussi, bien sûr, des roches qui sont beaucoup plus soumises à l'érosion. Et enfin, et ce n'est pas la moins importante des conséquences, c'est la problématique de la pêche. Parce que les poissons, ils ont, selon leurs espèces, vous le savez, ils ont leur milieu préféré. C'est telle température, telle teneur en sels minéraux, telle teneur en nutriments, etc. Et ces changements-là font que leur zone, là aussi d'habitat finalement, eh bien, évolue, change, et que les pêcheurs, j'allais dire, doivent les retrouver.
hein, en quelque sorte. Il y a vraiment là un problème de répartition des poissons qui perturbe la pêche, et puis aussi un problème d'abondance de ces poissons qui retrouvent un peu moins leurs conditions de vie habituelles. Voilà. Donc on a aussi donc, des problèmes pour la pêche, hein, qui risque d'avoir aussi des difficultés d'approvisionnement. Voilà, donc quelques exemples. On pourrait rajouter aussi, d'ailleurs, je vous le cite parce que j'ai été très surprise quand j'ai regardé ça. Dans les conséquences, il y a aussi le fait que, puisque la protection de la glace, en quelque sorte, se rétrécit, eh bien, il y a plus de bruit sous-marin. C'est-à-dire que la faune est davantage perturbée par des bruits. Hein, la glace, c'est un isolant phonique aussi. Hein, vous imaginez pour ce qui est en dessous. Eh bien là, il y a beaucoup plus de bruit. Donc, il peut y avoir aussi une perturbation de la faune, des poissons, etc., à cause des bruits. Voilà. Donc, il y a plein d'éléments qui sont en train de changer. Et c'est tout de même assez inquiétant. Voilà donc pour la banquise arctique qui est en train donc, de vivre une situation très très particulière. Bien évidemment, dans les conséquences, il y en a une que d'aucuns considèrent comme positive. Quelle est la conséquence qui peut être considérée comme positive de cet englacement de plus en plus réduit? C'est le passage. Donc, dans les conséquences, vous pouvez ajouter par contre, effectivement, donc, que ce qu'on appelle la route maritime du Nord, c'est son nom quasi officiel, la route maritime du Nord est de plus en plus longuement ouverte, et plus ouverte. Alors, j'en reparlerai de cette route maritime du Nord, j'utiliserai parfois même l'abréviation RMN. Hein. Voilà. C'est pas la réunion des musées nationaux que je fréquente aussi, mais c'est la route maritime du Nord. Hein. Voilà. Toujours se méfier des acronymes. Donc évidemment, cette route maritime du Nord est déjà plus longtemps ouverte, avec des glaces moins épaisses qui se fragmentent plus tôt, et bien sûr la tentation c'est de l'utiliser de plus en plus. La question c'est de savoir qui, comment, avec quel navire, quels vont être les droits de navigation. C'est très compliqué. Hein. Et je vous en reparlerai en guise de conclusion en m'appuyant sur un article que j'ai trouvé fort intéressant. Donc pour le moment, on se contente de noter cette question-là, donc une fréquentation accrue de la route maritime du Nord, qui est un raccourci absolument extraordinaire entre Europe et Asie, par exemple. Là, entre Russie et Chine, les Chinois sont très très intéressés, les Russes aussi. Donc voilà, ce raccourci, là, vraiment, c'est une bénédiction. Mais on regardera un tout petit peu plus près, évidemment, ce qu'il en est. Alors, passons maintenant à l'Antarctique. À l'île d'Ansis. L'île d'Ansis, Antarctique. Alors, pour le moment, oserait-on dire, eh bien, il y a effectivement une diminution, là aussi, mais, je vais dire, infiniment moins rapide que ce qui se passe en Arctique. Donc, la glace continentale, les glaciers continuent d'arriver sur la côte, c'est la glace marine, c'est la couronne de glace marine qui se réduit. Donc, pour le moment, si l'on peut dire, les dégâts sont limités. Donc, c'est seulement la glace marine, les surfaces en glace marine, qui diminuent.
l'île d'Ansis lui-même, les glaciers qui arrivent sur la côte, ceux-là, ils restent, j'allais dire, à leur niveau de base, pas à leur niveau connu. Mais, je répète, le souci s'exprime, enfin la question du réchauffement climatique se situe donc sur les glaces marines. Mais, bon, j'allais dire, là, il n'y a pas de souci avec une route maritime quelconque. Voilà, donc pour le moment, je répète, c'est la situation n'est pas j'allais dire, aiguë, en quelque sorte. Il n'empêche que je voudrais insister sur justement ces eaux australes, cet océan austral. Cet océan austral, bien, il s'y passe des choses extrêmement intéressantes, et non seulement intéressantes, mais indispensables. Que s'y passe-t-il? Eh bien, on peut considérer que cet océan austral, c'est le moteur de la circulation océanique mondiale. Le moteur de la circulation océanique mondiale. Alors, on va voir par quel processus et par quelle dynamique, ça veut dire, hein, bien sûr. L'océan austral, ce sont donc des eaux très froides et salées, bien évidemment. Ces eaux froides, très froides et salées, eh bien, ne restent pas, j'allais dire, en place. Elles bougent, c'est de l'eau qui a tendance à plonger. Et cette plongée est extrêmement intéressante. Ces eaux froides, salées, plongent à grande profondeur, se frayent un passage, poussent, et du coup, elles font remonter des eaux qui sont plus chaudes et qui sont chargées en nutriments. Donc, ces eaux froides et salées qui nous semblaient sans doute pas franchement utiles et plutôt désagréables, en fait, elles ont un rôle dynamique, c'est-à-dire que leur plongée permet, je répète, à des eaux plus chaudes de remonter des nutriments qui sont chargés en oxygène. Alors que les eaux de surface, les eaux froides et salées, sont chargées en dioxyde de carbone, en CO2. L'océan austral, c'est une des principales pompes à carbone du monde. Et nous avons vraiment tout intérêt à ce que cette pompe continue, bien sûr, à fonctionner à plein régime. Voilà. Donc, un rôle vraiment très très important dans cette dynamique des océans, des échanges à l'intérieur des océans, des courants marins. Que se passerait-il? Là, bon, on va essayer de faire un petit peu de scénario. Si il y avait une fonte plus grave et qui aille au-delà de la glace marine, c'est-à-dire qui attaquerait la glace d'eau douce, hein, enfin la glace douce comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on aurait d'abord une modification chimique de l'eau, avec cet apport d'eau douce, donc moins de sel, moins de chimie tout à fait différente, et ça perturberait la densité aussi des eaux, et par conséquent, ses mouvements et ses échanges. Donc on n'a pas du tout intérêt à ce que les océans soient moins salés. Pas du tout, du tout. Donc ça c'est vraiment un élément très très important. Je répète et j'insiste, un moteur de la circulation océanique mondiale, tout le grand système des courants, et puis une des plus puissantes pompes à carbone dans le monde dans notre espace. Voilà pour presque terminer donc ce parcours dans les régions arctiques. Je dis bien presque parce que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en guise de conclusion, c'est pas tout à fait ça, hein, bien sûr, en guise d'épilogue, ah ben voilà, je cherchais, bon ça fait un peu littéraire, mais bon, hein, tant pis, de temps en temps, ça peut pas faire de mal. En guise d'épilogue, je vais m'appuyer sur un article que j'ai trouvé vraiment très très intéressant dans le Monde diplomatique de septembre 2024. C'est un article
article écrit par un spécialiste du droit de la mer au niveau de l'Union européenne. C'est monsieur, donc, article monde diplomatique. Alors, je passe par l'assurance, voilà. C'est un article de monsieur Ortoland. Je préfère le prononcer comme ça, sinon ça fait un peu... Bon, donc, spécialiste du droit de la mer pour l'Union européenne. Et donc, il a rédigé un article que je trouve très intéressant, donc je vais vous donner des éléments, puisqu'il fait un lien, et un lien très intéressant, entre la région arctique et la guerre en Ukraine. Effectivement, le titre m'a interpellé, hein, comme nous, effectivement. Pourquoi est-ce que donc il y a un effet donc entre la région arctique et la guerre en Ukraine? Eh bien, c'est ce que l'article explique fort bien, et donc je vais vous le transmettre. Alors, faisons le point tout d'abord sur ce qui se passait avant la guerre d'Ukraine, grosso modo dans les années 90. Donc j'ai un petit peu structuré l'article. Donc, situation dans les années 90. Années 90, donc bien sûr il n'y a pas la guerre d'Ukraine, c'est la fin de la guerre froide. Hein, nous sommes dans une période où on a l'impression qu'on va enfin pouvoir s'entendre, se réunir. Et de fait, pour l'Arctique, c'est ce qui se passe. En 1996 est créé le Conseil de l'Arctique. Une structure, une institution qui est parvenue à rassembler d'abord les 8 États directement concernés, c'est-à-dire qui ont des côtes dans la région arctique, à savoir le Canada, le Danemark via le Groenland, les États-Unis par l'Alaska, mais c'est pas très bon. La Finlande, la Suède, l'Islande et la Russie. Je souligne la Russie parce que, eh bien, la géographie fait que, eh bien, la Russie gère, en quelque sorte, a dans son territoire plus de la moitié des côtes qui entourent l'Arctique et des populations concernées. Donc c'est un partenaire majeur. Voilà. Ce Conseil de l'Arctique réunit aussi, il ne se contente pas des États, j'allais dire, bordiers. On s'y ajoute 6 organisations représentant les populations autochtones. Ce qui est, j'allais dire, vraiment une très très bonne chose. Et puis, 13 États dits observateurs. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés indirectement par l'Arctique et qui sont prêts à contribuer au travail de ce conseil au niveau scientifique, par exemple, bien sûr. Et dans ces 13 États, bien sûr, observateurs, on a la France. Voilà. C'est pour ça aussi quand même qu'on a des sources d'information. Alors, quel est toujours en soi le travail de ce Conseil de l'Arctique? Eh bien, c'est d'essayer de gérer cette région, j'allais dire, à la satisfaction la plus générale possible et en ménageant, bien sûr, l'environnement. On sait d'ores et déjà, en 1996, on sait bien que le milieu arctique, c'est un milieu fragile dans lequel il faut éviter de faire un petit peu n'importe quoi, bien évidemment. Donc, on a là des commissions
avec des spécialisations, des commissions de travail. Il y en a qui sont, je répète, bon, sur la thématique de la pêche, sur la thématique du transport maritime, les types de navires, enfin, bon, il y a quand même de quoi largement s'occuper. Donc, voilà la situation dans les années 90. Arrive la guerre d'Ukraine. Poutine déclenche l'invasion en février 22. Et à partir de là, eh bien, ça devient un peu particulier. À partir de février 22, donc, Poutine lance donc ses troupes sur l'Ukraine. Et dans le Conseil de l'Arctique, on ne peut pas dire que, j'allais dire, ça fasse franchement plaisir. Du coup, 7 États sur les 8, c'est-à-dire les 8 moins la Russie, suspendent leur coopération. Ils disent alors là, non, pas question de continuer à côtoyer un État, donc j'allais dire, qui a déclenché une guerre en Europe. Ces 7 États suspendent leur coopération et ne vont continuer à travailler que dans les projets où la Russie est absente. On ne veut plus se fréquenter. Hein. Voilà. Voilà. La Russie reste dans le Conseil. On ne va pas s'en aller. Que font les représentants russes qui, je répète, détiennent la moitié des côtes et des populations concernées? Eh bien, la Russie reste dans le Conseil en ne traitant que les sujets qui l'intéressent avec les pays observateurs alliés, c'est-à-dire la Chine, par exemple, et l'Inde. Qu'est-ce que je vois ? La Chine et... Si, l'Inde. L'Inde est dans les pays observateurs. Si, je croyais avoir dit des bêtises, l'Inde y est ici. Bon. Voilà, donc on se retrouve avec un Conseil de l'Arctique qui est complètement bancal. Enfin, ça ne ressemble plus à rien. Hein. Vraiment, il y en a 7 d'un côté, avec leurs pays observateurs amis, la Russie de son côté avec ses propres amis, et chacun va qu'à ses affaires sans collaborer, évidemment, sans échanger les données, etc. Tout est bloqué, les scientifiques ne communiquent plus, enfin bon, voilà, c'est vraiment une coupure en deux. Alors c'est une situation aberrante, effectivement, et puis c'est une situation, vous en doutez bien, qui est complètement nuisible au travail de ce Conseil de l'Arctique. On ne peut pas franchement avancer dans ce cas. Ça c'est compliqué d'ailleurs en 22 par le fait que ce Conseil a une présidence tournante, hein, comme ça se fait par exemple dans l'Union européenne. Et là, entre 21 et 23, eh bien, c'était la présidence de la Russie. Alors, voilà, hein, donc c'était vraiment, j'allais dire, extrêmement étrange. Mais ça a une fin en mai 2023, la présidence tourne. La présidence tourne en mai 23, et c'est la Norvège qui reçoit la présidence. Alors, le Conseil de l'Arctique bouge un petit peu. À force de négociations, on obtient une visioconférence avec les 8. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas s'asseoir l'un à côté de l'autre, mais on peut quand même se regarder. Hein, voilà. Donc visioconférence, réunion des 8 en visioconférence. Ils arrivent à dialoguer un petit peu et ils produisent un communiqué commun, ils produisent un texte commun, ce qui ne se faisait pas d'ailleurs, dans lequel ils insistent sur le rôle historique unique de ce Conseil. C'est vrai que vraiment ça a été une nouveauté mondiale, hein, une première mondiale, que d'avoir un Conseil pour gérer l'espace arctique. Et dans ce communiqué aussi, ces 8 États se disent prêts à appliquer les plans les plans de travail qui étaient en cours précédemment. Voilà. Donc, on a l'impression que voilà, l'institution retrouve un tout petit peu de fonctionnement,
Ce communiqué, il est intéressant aussi parce qu'on voit bien qu'il y a l'idée, pour tous ces 8 États, qu'il y a une interdépendance dont ils ne peuvent pas se passer. Voilà. Que la collaboration, j'allais dire, elle est vraiment importante. Et c'est vraiment un souci. Alors, voilà un petit peu où nous en sommes actuellement. Avec, j'allais dire, très immédiatement des éléments qui risquent d'aggraver encore la chose, mais je voudrais juste auparavant vous donner quelques exemples justement des travaux de ce Conseil de l'Arctique. Hein. Voilà. Alors, l'idée c'est qu'on continue les travaux, hein, et donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la question de la pêche. Vous doutez bien que ça a été une question, bien sûr, cruciale. Eh bien, en 2018, a été signé un accord qu'on peut estimer très très positif. Il s'agissait de se mettre d'accord sur le point suivant: ne pas aller pêcher dans les eaux qui sont libérées par la banquise. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ne pas aller pêcher dans les eaux libérées par la banquise? Pour ne pas perturber justement la faune dont c'est l'habitat, la reproduction, etc. Donc, un accord est posé là-dessus, donc il n'y aura pas de pêche dans les eaux libérées par la banquise. Alors, cet accord est signé non seulement par les États bandiers, mais aussi, et ça c'est remarquable, par les trois plus grands États pêcheurs du monde. Qui sont les 3 États dans le monde qui pêchent le plus? Le Japon, la Chine, la Corée du Sud. Voilà. Ces 3-là ont accepté aussi de signer cet accord. Donc vous voyez, ce Conseil de l'Arctique a, j'allais dire, quand même, c'est pas quand même superflu d'ailleurs, a un impact tout à fait réel, et il est capable, vous voyez, aussi d'aller chercher des États qui ne sont pas forcément dans le Conseil, mais qui de fait, évidemment, ont intérêt aussi à collaborer et à être inclus dans les accords. Donc voilà, ça c'est donc un des aspects. Et puis il y a un deuxième aspect, et là du coup je reviens bien à notre propos général, c'est que dans les travaux, il y a bien sûr donc, cette question de la pêche par exemple, et puis il y a surtout donc la recherche scientifique. La recherche et l'observation scientifique. Que se passe-t-il en Arctique? Et le problème là, c'est qu'en ce moment, malgré ce communiqué de 2018, et de 2023, pardon, depuis donc plusieurs années, eh bien, l'État russe ne fournit plus aucune observation scientifique. Eh oui, donc ça, c'était bloqué, j'allais dire, sa contribution d'observation scientifique. Par exemple, on n'a plus de nouvelles, entre guillemets, en tout cas, on n'a plus de renseignements sur la question de la fonte du pergélisol. Vous vous rappelez, on a vu ça ensemble, et pourtant, c'est en Russie qu'il y a les surfaces les plus importantes concernées. Hein. Je rappelle que ce pergélisol, en dégelant, risque de libérer d'énormes quantités de CO2, de méthane, c'est-à-dire en l'occurrence des gaz à effet de serre. Il a été question, du côté scientifique russe, de reprendre les échanges en mars 2025. Bon, voilà, ça c'est donc l'article date de septembre 24, donc l'état des informations de l'auteur en était là, avec peut-être une possibilité de reprise. Voilà, donc un des effets des relations entre l'Arctique et la guerre d'Ukraine. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que, vous le savez, au cœur de ce conflit
donc Russie-Ukraine, il y a les approvisionnements en gaz naturel et en pétrole venant de Russie. Voilà. Il y a toute une circulation donc économique qui était en place et qui s'est retrouvée donc sérieusement chamboulée. Résultat, les circuits, le trafic est en train de... Le trafic maritime, bien évidemment, pas seulement, mais ce qui nous intéresse, c'est le trafic maritime. Le trafic maritime est en train de se recomposer. Il est en train de se recomposer. Les acheteurs préférés maintenant pour les ressources russes sont du côté asiatique, sont la Chine et l'Inde. Alors, la route maritime du Nord, elle prend encore plus d'importance. Encore plus d'importance. Donc, on a, alors, on ne va pas dire qu'il y a un renversement des routes maritimes, ça serait exagéré. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que par exemple, pour la seule année 2023, donc là, la guerre ne faisait que, bon, elle n'avait une guerre qu'un an, eh bien, on a bien vu le trafic sur cette route maritime du Nord augmenter. Et la Chine est extrêmement intéressée par justement cette route-là, par pouvoir l'utiliser et avoir bien sûr des produits avec un coût de transport infiniment moindre. C'est inquiétant ça, cette route maritime du Nord plus fréquentée. C'est inquiétant eh bien, parce que la route maritime du Nord, eh bien, elle n'est pas encore équipée. Un navire qui circule sur 5600 km de cette route maritime, s'il a un problème technique, il va où? S'il y a un problème météorologique important, on a vu hein, que ça s'agitait, que ce n'était pas paisible, il va se mettre à l'abri où? Il n'y a pas d'infrastructure. Les infrastructures portuaires, elles sont très très rares, voire complètement absentes sur des 1000 km. Donc l'utiliser, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il faut ajouter un autre paramètre. C'est le type de navire. Jusqu'à présent, empruntait la route maritime du Nord des navires spécialement conçus pour ça. Avec donc triple coque, enfin j'en passe et des meilleurs, avec des systèmes de propulsion surpuissants pour pouvoir se dégager d'un amas de glace. Parce qu'il ne faut pas penser que, j'allais dire, par exemple au moment du dégel, j'allais dire tout d'un coup c'est un peu Moïse et la mer Rouge et voilà, et on y va. Non, il faut se casser quand même la dernière pellicule de glace qui existe. Ces glaces bougent, elles s'empilent, elles font des amas, elles font des bouchons. Voilà, donc il faut vraiment avoir des navires spécialement équipés, puissants. J'ajouterais qu'il faut avoir les équipages aussi, expérimentés. Hein, naviguer là-dedans, j'allais dire, c'est une expérience, c'est une expertise, devrais-je dire, qu'il faut avoir. Et bien, depuis 2018, on a vu s'aventurer dans cette route maritime du Nord des navires qui n'étaient pas exactement faits pour ça. On y a même vu passer des porte-conteneurs. Alors tout de même, hein, ça commence à être un tantinet imprudent, c'est le moins qu'on puisse dire. Des navires qui sont chargés, bon, je vais dire, de matières premières, qui sont donc lourds, et puis ces matières premières peuvent être tout à fait dangereuses, bien évidemment, pour l'environnement. Je n'ai pas tout à fait terminé avec l'Arctique. Là, pour le moment, on en a été resté à la question des eaux. Évidemment, route maritime, etc. Et puis toute la faune qui est... Mais il y a autre chose. Il y a le fond de l'océan Arctique. Alors, là-dessus, une petite révision. Hein. Sans doute vous connaissez cela. Nous avons donc les surfaces continentales émergées. Tout le monde sait ça. Bon. Allez, je vous figure un continent. Voilà. Ce continent, il est émergé et il est entouré, sous la surface de la mer,
de ce qu'on appelle le plateau continental. C'est-à-dire que, eh bien, on n'est pas immédiatement, quand on quitte la côte, vous devez savoir si vous avez droit, quand on quitte la côte, on n'est pas immédiatement dans les grands fonds. Donc, il y a ce qu'on appelle un plateau continental, et après, seulement, eh bien, on va avoir des très très grandes profondeurs jusqu'aux fosses océaniques à 8, 9, 10, voire 11 km de profondeur. Alors, pourquoi évoquer le plateau continental? Eh bien parce que nous sommes à l'ère des recherches géologiques, des recherches en ressources, des terres rares, du pétrole, du gaz, enfin, la liste est assez longue, et évidemment chaque État a prospecté, par exemple, sa côte. Et puis là, il s'aperçoit qu'au niveau géologique, vous faites le gisement là, le gisement là, géologiquement, il se continue là, sous la mer. Est-ce que je peux l'exploiter ou pas? Alors, il y a une législation. Il y a une législation, mais elle risque d'être dépassée, cette législation. Chaque État peut exploiter une zone économique exclusive au large de ses côtes. Cette zone économique exclusive est large, alors je vérifie parce qu'il y a les mesures en île et en... Voilà. Alors c'est 200 000 marins, c'est-à-dire à peu près 350 km. Donc, si nous sommes dans cet état, voilà, ici, bon, pas de problème, si les recherches ne dépassent pas les 350 km de la zone économique exclusive. Là, c'est un droit établi, c'est fait. Ben oui, mais la géologie fait ce qu'elle veut. Hein. Et évidemment, il y a des gisements qui vont bien plus loin. Qui vont plus loin. Alors ceux-là, ils sont à l'état en question, il peut y aller ou il ne peut pas y aller? Et ça, c'est une des questions d'ailleurs que le Conseil de l'Arctique a dû aborder. Alors, comment est-ce qu'il a statué, le Conseil de l'Arctique? Eh bien, les négociations ont abouti à une idée, c'est l'idée de la continuité géologique. Bon, ça se comprend aisément, hein. Ça veut dire qu'effectivement, si on trouve ici une couche, une nappe, enfin un substrat, comme on veut, qui dépasse les 350 km, mais géologiquement ça continue, eh bien l'idée c'est qu'on pourrait continuer. Enfin bon, pour ça il va falloir faire un dossier. Il va falloir prouver qu'il y a continuité géologique. C'est ce que demande le Conseil de l'Arctique. Et surtout, alors là, on va au-delà du Conseil de l'Arctique, là, il va falloir en référer aux Nations Unies. Parce que cette question-là, j'allais dire, ne se limite pas à l'Arctique, vous en doutez bien. Elle concerne toute la planète. Donc, cette question de la continuité géologique peut faire l'objet d'un dossier. Le dossier, il doit être déposé aux Nations Unies dans dans la convention, enfin dans l'Assemblée qui s'occupe de la Convention du droit de la mer. C'est une commission spécifique, elle s'occupe des limites du plateau continental. Pour les initiés, c'est la CLPC. La commission, donc, dans les Nations Unies, la commission des limites du plateau continental. Voilà. Donc, vous montez votre dossier géologique, ce qui veut dire que vous avez exploré, que vous avez mis de l'argent, beaucoup de scientifiques, etc. là-dessus, et vous présentez un premier dossier. En 2001, la Russie avait déposé un dossier qui n'avait même pas été considéré comme valide. C'est un peu pressé, déjà en 2001. Bon. D'autres pays ont déposé des dossiers, le Danemark,
le Canada, plus récemment, 2014-2019, la CNPC, la fameuse commission, n'a toujours pas, n'a pas répondu à leur dossier. Leurs dossiers ont été acceptés à la lecture, en quelque sorte. Ils ont été lus, mais il n'y a pas eu de retour pour le moment. Alors, qu'en est-il en ce moment? Alors, on peut se douter, donc, cette course aux matières premières ne peut que la structure, évidemment. Pour le coup, ils aimeraient bien avoir l'arbitrage de la structure. Je terminerai, ou presque, en ajoutant que l'actualité très récente met encore un projecteur là-dessus. Les revendications de Trump sur le Groenland et le Canada ne sont pas forcément une fantaisie. Vous voyez ce qu'il y a à la clé. Le Canada a un plateau continental énorme, le Groenland aussi. Il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi exciter les convoitises des multinationales. Voilà, je crois qu'on a terminé. Alors à nouveau, je suis désolé de ne pas avoir respecté mon calendrier. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.